Bonjour et bienvenue. J'espère que cette formule de cours en ligne vous convient. Comme d'habitude, vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez afin de compléter vos notes. Vous pouvez également communiquer avec moi en tout temps si vous avez des questions sur la matière. Je sais que la nouvelle matière n'est pas évidente à saisir. Par pitié, tenez bon. Les notions que vous voyez à travers ces capsules vidéo vont vous servir toute la vie. Cette semaine, on s'attaque au défi de nombreux rédacteurs, l'harmonisation des temps verbaux. On va parler de cohérence temporelle et de concordance des temps. Dans plusieurs de vos copies, je l'ai écrit. Attention à l'emploi des temps verbaux. Quand vous commencez un texte au passé, finissez-le au passé. Quand vous commencez un texte au présent, finissez-le au présent. C'est l'essentiel du message aujourd'hui. Maintenant, prenez votre cahier Canada et prenez des notes. Bon cours! Voici ce que je vous propose comme plan de cours aujourd'hui. Dans l'ordre, nous allons voir la cohérence temporelle dans les deux systèmes verbaux, présent et passé. Nous allons examiner la concordance des temps verbaux et nous terminerons avec le devoir de la semaine où je ferai un bref rappel sur la séquence narrative. Ça a l'air petit présenté comme ça, mais c'est un gros programme. Pourquoi la cohérence textuelle et la concordance des temps sont-elles importantes? Pour qu'un texte soit facile à lire, il est nécessaire que les temps de verbe utilisés favorisent la compréhension. Et oui, quand on écrit, on pense toujours au lecteur. Quelle est la différence entre cohérence temporelle et concordance des temps verbaux? La première notion concerne le sens global du texte, alors que la seconde concerne la construction de la phrase. En effet, la cohérence textuelle, c'est l'emploi judicieux des temps de verbe selon l'organisation globale du texte afin d'assurer la logique interne du discours. Plus spécifiquement, il s'agit de l'harmonisation des temps et des modes verbaux au sein d'un même texte. Il est possible que le choix des temps et des modes de verbe dépende de la construction grammaticale de la phrase. C'est à ce moment-là qu'on va parler de concordance des temps verbaux, laquelle est régie par des règles grammaticales précises. Maintenant, concentrons-nous sur la cohérence temporelle. Revoyons ensemble certaines notions. Nous l'avons vu dans la séance 2, le mode de conjugaison peut être l'indicatif, le subjonctif, mais aussi l'infinitif, le participe, l'impératif et le conditionnel. Dans la cohérence textuelle, on va s'intéresser à deux modes, l'indicatif et le conditionnel. En deuxième lieu, il est important de faire la différence entre les temps verbaux et les valeurs temporelles. Les temps verbaux peuvent être par exemple l'imparfait, le passé composé, le présent, le futur simple, tandis que les valeurs temporelles sont liées à l'action du verbe par rapport à l'énonciation. Autrement dit, les valeurs temporelles permettent de situer l'action par rapport au moment où je parle. Est-ce que mon action est survenue avant que je parle? Est-ce qu'elle survient pendant que je parle ou est-ce qu'elle surviendra après que je parle? Si mon action est survenue avant que je prenne la parole, on s'attend à ce que j'utilise l'imparfait, le passé composé ou, si je suis plus littéraire, le passé simple. Si mon action survient en même temps que je parle, on s'attend à ce que j'utilise le présent ou l'imparfait. Si mon action survient après que je parle, on s'attend à ce que j'utilise le futur simple, le conditionnel ou le futur antérieur. Quand on raconte une histoire, on peut utiliser le système verbal du présent ou le système verbal du passé. L'important, c'est que l'on ne se promène pas d'un système à l'autre. On prend la décision dès le début et on tient le cap jusqu'à la fin de l'histoire. Si je commence avec le système verbal du présent, je termine avec le système verbal du présent. Si je commence avec le système verbal du passé, je termine avec le système verbal du passé. Quels temps verbaux doit-on utiliser dans les récits écrits au présent? Et pourquoi choisir un temps verbal plus qu'un autre? Sachez que chaque temps verbal a son utilité. Dans les récits écrits au présent, le temps de base est l'indicatif présent. C'est le temps verbal qui domine. Il sert à raconter la suite des actions en cours et sert à décrire notamment les lieux, les personnages et leurs sentiments. L'imparfait sert également à la description. Prenons l'exemple à la page 194 de votre cahier Tactique Plus pour illustrer le présent. Lou grimpe les marches à la course et ouvre la porte à toute volée comme d'habitude, mais elle s'arrête net. La première phrase exprime les actions en cours. La maison est sans dessus-dessous, les tiroirs du bureau de sa mère sont ouverts et le vent s'engouffre par la fenêtre cassée. Le reste décrit l'état de la maison. On associe d'autres temps au temps de base de l'indicatif présent. Outre l'imparfait, il y a le passé composé pour raconter les actions qui se sont déroulées avant l'action en cours. Par exemple, des cambrioleurs sont passés par là, ils ont fouillé partout et ils ont pris l'ordinateur. Ici, on a utilisé le passé composé pour exprimer des actions qui se sont passées avant l'action en cours. Il y a le conditionnel pour raconter ce qui pourrait ou aurait pu avoir lieu si certaines conditions faisaient partie du contexte délimitant l'action. Il y a le plus que parfait pour raconter les actions avant une autre action dans le passé. Enfin, il y a le futur simple et le futur antérieur pour raconter les actions à venir. Que diront ses parents?
Le verbe conjugué dire est ici au futur simple. On exprime une action qui est postérieure à l'action en cours. Comme scripteur de 4e secondaire, vous êtes censé commencer à maîtriser les temps du verbe du passé. On l'a vu dans les notions de la nouvelle littéraire et dans le roman policier, le passé simple est le temps de base du système verbal du passé. Il sert à formuler les actions qui font avancer l'histoire. Reprenons l'histoire de Lou. Lou grimpa les marches à la course et ouvrit la porte à toute volée comme d'habitude, mais elle s'arrêta net. Les verbes conjugués au passé simple expriment les actions en cours. On associe d'autres temps au temps de base du passé simple. Il y a l'imparfait. Il y a l'imparfait d'action secondaire qui insiste sur la continuité de l'action, créant ainsi un fond sur lequel se déroule l'action principale. Ces actions secondaires, formulées avec l'imparfait, sont la plupart du temps d'une importante durée et leur achèvement n'est pas précisé. Dans ce type d'emploi, on peut dire que l'imparfait pose le décor. Il y a l'imparfait de description. D'ailleurs, votre séquence descriptive d'il y a 2 semaines aurait dû être écrite à l'imparfait. Dans l'exemple qui nous concerne, la maison était sans dessus-dessous, les tiroirs du bureau de sa mère étaient ouverts et le vent s'engouffrait par la fenêtre cassée. Les verbes conjugués à l'imparfait décrivent l'état de la maison. Il y a l'imparfait d'habitude pour faire référence aux actions qui font partie de la vie quotidienne des personnages. Puis, il y a l'imparfait de simultanéité quand une action passée se produit au même moment qu'une autre. Il y a le plus que parfait qui sert toujours à formuler les actions qui se sont déroulées avant une autre action dans le passé. Ici, des cambrioleurs étaient passés par là, ils avaient fouillé partout et ils avaient pris l'ordinateur. Il y a le conditionnel pour un fait incertain, pour une hypothèse. Que diraient ses parents? Enfin, il y a le passé antérieur pour un fait passé achevé qui s'est produit immédiatement avant un autre fait passé. Il faut retenir 2 choses sur la cohérence textuelle. Chaque système verbal présent au passé a sa façon de raconter le récit en fonction de l'antériorité, de la simultanéité ou de la postériorité de l'action du verbe par rapport à l'énonciation. 2. On se tient à un seul système verbal dans le récit, au présent ou au passé. On ne pourrait pas dire ou écrire « je mange du pain et j'ai couru 10 km ». C'est agrammatical, car ici j'utilise à la fois le système verbal du présent et celui du passé. Faites attention pour ne pas mélanger les 2 systèmes. Conservez-en un seul, dans votre récit. C'est le temps de vous exercer sur la cohérence temporelle. Je vous invite à réaliser les exercices du cahier tactique. Comme d'habitude, vous pouvez les corriger en consultant la version numérique. Vous pouvez aussi réaliser les exercices interactifs d'AlloProf. Cliquez alors sur le lien direct dans votre plan de travail. On se rappelle que la concordance des temps concerne la construction de la phrase. La concordance, c'est l'ensemble des règles qui commandent l'emploi du temps et du mode verbal dans la phrase subordonnée. Aussi, les règles de la concordance des temps verbaux s'appliquent aux phrases subordonnées conjuguées soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Ça tombe bien, on a vu à la séance 2 l'emploi du subjonctif. Ça signifie qu'on a couvert la moitié de la matière concernant la concordance des temps. Yay! On va donc se concentrer uniquement sur l'indicatif et le conditionnel. Il existe 3 règles de la concordance des temps. 1. Le verbe de la principale peut être au présent, au passé, au futur ou au conditionnel. 2. L'action ou le fait présenté dans la subordonnée peut être antérieur, simultané ou postérieur à l'action ou au fait présenté dans la phrase principale. 3. Le temps de la subordonnée va s'ajuster à celui de la phrase principale. Voyons ensemble l'application de ces règles. Si la phrase principale est au présent, la phrase subordonnée peut être au passé composé ou au plus que parfait quand mon action se passe avant que je prenne la parole. Au passé composé, je pense que tu as brisé le vase. Au plus que parfait, je pense que tu avais été surprise du cadeau. Si la phrase principale est au présent, la phrase subordonnée peut être au présent ou à l'imparfait quand mon action se déroule en même temps que je prends la parole. Au présent, je pense que tu brises le vase. À l'imparfait, je pense que tu étais surprise du cadeau. Si la phrase principale est au présent, la phrase subordonnée peut être au futur simple ou au conditionnel présent quand mon action a lieu après que je prends la parole. Au futur simple, je pense que tu briseras le vase. Au conditionnel présent, je pense que tu serais surprise du cadeau. Si la phrase principale est au futur ou au conditionnel, c'est exactement la même chose qu'au présent. La subordonnée peut être au passé composé ou au plus que parfait quand mon action se passe avant. La subordonnée peut être au présent ou à l'imparfait quand mon action se déroule en même temps. Et la subordonnée peut être au futur simple ou au conditionnel présent quand mon action a lieu après. En fait, le vrai défi de la concordance des temps verbaux, c'est lorsqu'on utilise une phrase principale au passé. C'est là qu'on risque de se tromper.
Lorsqu'on est dans le système verbal du passé, on peut utiliser le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur ou le conditionnel passé. Si la phrase principale est au passé, la phrase subordonnée peut être seulement au plus que parfait quand mon action s'est passée avant que j'aie pris la parole. Si la phrase principale est au passé, la phrase subordonnée peut être seulement à l'imparfait quand mon action s'est déroulée en même temps que j'ai pris la parole. Si la phrase principale est au passé, la phrase subordonnée peut être seulement au conditionnel présent quand mon action a lieu après que j'ai pris la parole. Ouf, j'espère que je ne vous ai pas trop découragé. Avant de passer au devoir, je vous invite à réaliser les exercices interactifs du site AlloProf, dont le lien direct apparaît dans votre plan de travail. Place au devoir. Je vais vous demander de rédiger une séquence narrative de 200 à 300 mots. Je vous rappelle qu'une séquence narrative sert à raconter une histoire pour divertir ou pour susciter la réflexion. Je souhaiterais que vous utilisiez au moins 2 étapes du schéma narratif. Si vous préférez utiliser les 5 étapes, faites-le. Par exemple, vous pourriez me présenter une partie de l'histoire en me racontant la situation initiale et l'élément déclencheur. Conseil d'amis, il vaut mieux choisir 2 étapes qui se suivent. Vous devez également identifier les étapes du schéma narratif dans votre histoire par un moyen visuel, soit par des flèches, soit par des surlignés. Ici, j'ai identifié 2 passages qui sont des péripéties d'une lettre du Père Noël. Première péripétie. Et Valcotuca, c'est un petit ours polaire dans l'histoire, a avalé une pelote de ficelle rouge, pensant que c'était un gâteau. Le fil s'est emmêlé à l'intérieur de son corps et il a eu une mauvaise toux et n'a pas pu dormir la nuit, mais j'ai trouvé que, comme il avait mis du hou dans mon lit, c'était bien fait pour lui. Deuxième péripétie. Hier, le même ourson a renversé toute l'encre noire dans le feu pour faire de la nuit. La nuit arriva bel et bien, une nuit très odorante et très enfumée. Nous avons perdu Paxu, l'autre ourson de l'histoire, pendant toute la journée de mercredi dernier, et on l'a retrouvé jeudi matin endormi dans un placard de la cuisine. Il avait mangé 2 puddings entiers d'affilée. En grandissant, ils deviennent exactement comme leur oncle. Je prends cet exemple pour vous donner une façon d'identifier les étapes du schéma narratif dans votre devoir. Pour votre séquence narrative, vous rédigez une histoire ou une partie d'histoire de 200 à 300 mots en utilisant les étapes du schéma narratif et en les identifiant. Vous devez rédiger votre séquence narrative au passé. Vous avez le choix entre 2 sujets, Noël en été ou le temps perdu. À vous de choisir. Enfin, je vous le rappelle, après le visionnement de cette vidéo, vous avez à répondre aux questions du test interactif. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous remercie de votre attention. Bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.